Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici avec vous. D'abord, je m'excuse, je parle un français pitoyable, c'est plutôt un franglais. Je préfère vous parler en néerlandais, mais je ne pense pas que beaucoup d'entre vous vont comprendre ce que j'ai à dire. Alors, euh, il faut travailler avec mon français là. En tout cas, j'ai commencé le PowerPoint, comme Bruno l'a dit, ça sera environ 30, 35, 40 minutes. Je vais essayer de parler dans une façon que vous allez comprendre et au fin, on va prendre des questions. C'est un plaisir d'être avec vous dans ce webinaire. Merci Bruno de m'avoir invité à parler. Le sujet de notre webinaire est accélérer la progression vers la CSU grâce au FBP, le défi du démarrage. Le FBP vise à améliorer les services pour la population, en particulier pour le pauvre, le volume de services et la qualité. La structure de ma présentation est la suivante. Premièrement, je vais montrer une série d'images pour vous donner quelques impressions sur l'FBP. Après cela, je soulignerai quelques problèmes importants de conception et de mise en œuvre. Enfin, je soulignerai brièvement 4 contextes nationaux pour illustrer l'éventail des approches FBP. À la fin, nous aurons le temps de faire des questions. Nous trouvons, ces fonctionnaires du ministère de la Santé, une difficulté avec les 3 dimensions du cube, couverture santé universelle. Ces 3 dimensions sont A, définir le programme de prestation, B, élargir la couverture de la population, et C, protéger les plus pauvres pour les difficultés financières. 3 dimensions sont assez difficiles. Mais imaginons-nous que nous avons une 4e dimension, la qualité de soins. Vous pouvez trouver la plupart des informations dans la boîte à outils FBP. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous le trouverez sur l'Internet après avoir googlé PDF Toolkit. Des informations spécifiques et des conseils sur la façon de lancer un projet pilote FBP se trouvent au chapitre 16. Le chapitre 17 fournit des conseils supplémentaires sur la conception et la mise en œuvre. Le financement basé sur les résultats, soit dit FBR, contient toute une gamme d'approches. Phil Musgrove l'a comparé à une amibe, un animal parasite qui continue à changer de forme, se développer et se multiplier à mesure qu'il se déplace. Cela se compare bien aux différentes approches de financement basées sur les résultats. À gauche, nous avons FBP, caractérisé par des fournisseurs payés basés sur le service rendu. Au fond, nous avons des programmes de transfert conditionnel en espèces, des programmes qui payent aux patients les actions qu'ils entreprennent. Ce sont des programmes d'incitation à la demande. Ils sont très populaires en Amérique latine. Donc, je parle de l'FBP sur ce webinaire et l'FBP est une approche spécifique dans le cadre du financement basé sur les résultats. Mon ami Robert Schippers m'a raconté l'histoire suivante.
Une histoire remarquable du Cambodge explique la force potentielle de l'application des solutions à l'offre pour des problèmes qui concernent la demande. Selon les connaissances anthropologiques établies, les femmes khmères n'accouchent pas dans un établissement de santé. Elles croient en fait que les esprits des ancêtres ne permettront pas un accouchement loin de la maison où les grands-parents décédés ont vécu. En effet, 2 ans après la contractualisation d'établissement par les programmes, en 1999, le taux d'accouchement en établissement ne dépassait pas un lamentable 2 à 3%. Ceci, quelle que soit la subvention. Or, les subventions d'établissement santé versées pour chaque accouchement augmentaient tous les 6 mois et atteignaient des niveaux toujours plus élevés. Puis, en 2001, dans un centre de santé khmer, un médecin a réalisé 50% de couverture en accouchement institutionnel dans sa communauté. Ces résultats étaient spectaculaires. Lorsqu'on lui a demandé comment il a fait, il a répondu qu'au cours du régime de Pol Pot, les sites du centre de santé avaient été un champ d'extermination de masse. Les gens croyaient donc que les esprits mauvais vivaient dans les arbres autour du centre de santé. Cette croyance empêchait des femmes de rester au centre de santé une nuit tout entière. Le médecin n'était pas disposé à faire les subventions à l'UFPT. Après consultation des autorités locales, les arbres ont été abattus. À partir de ce moment, les femmes ont commencé à se présenter au centre de santé pour accouchement. Sur la base de ces succès, les chefs de centre de santé environ ont pris des mesures similaires, notamment la chasse aux esprits ou le versement d'incitations pour inciter la demande des bénéficiaires. Cet hôpital tertiaire a un problème avec son système de gestion des déchets. La raison pour laquelle je montre cette image est de souligner la nature systémique des problèmes. Notre réponse classique à ce problème pourrait être de construire un incinérateur et de former la gestion et le personnel de la gestion des déchets. Si nous devions aborder ce problème de cette façon, nous échouerions certainement comme nous l'avons déjà fait auparavant. Nous devons examiner les raisons pour lesquelles la situation est telle qu'elle est et penser à une approche systémique qui pourrait résoudre ces problèmes systémiques. La sage-femme responsable de cette clinique dans le nord-est du Nigeria a été responsable pendant 7 ans avant le début du programme FPT. Elle faisait en moyenne 4 accouchements par mois, dont une couverture de 10% des accouchements prévus. Dans les 6 mois qui ont suivi ce programme, elle est arrivée à accoucher 40 à 45 patients par mois et a atteint 100% de prévision dans sa communauté. Elle avait investi dans son établissement de santé et ses équipements et avait effectivement mobilisé son personnel et les représentants de la communauté pour communiquer avec la population avec un message indiquant que les choses avaient changé. FPT, c'est une approche managériale. Au début de l'intervention, il est assez difficile de prédire qui sera un bon gestionnaire. Dans le système précédent, ces gestionnaires n'ont pas dû gérer l'argent, l'équipement et le personnel, ni des stratégies avancées pour stimuler la productivité. C'est une image d'une formation à la vérification au Rwanda. J'utilise souvent cette image pour montrer qu'il y a beaucoup d'attention donnée dans le système FPT. Les données sont examinées attentivement
car elles sont liées à la performance et au paiement. Ce tableau va montrer de manière très générale comment fonctionne la RPP. Nous avons des services tels que, par exemple, un enfant complètement vacciné. Il subit une subvention limitée, dans ce cas $2, par enfant entièrement vacciné. Plus l'établissement fait, plus il gagne. Cet exemple montre ce mode de service. Généralement, au niveau des centres de santé, nous avons 20 à 30 services subventionnés. En outre, nous avons un ajustement pour la distance appelé bonus d'équité. Cela signifie que plus le centre de santé est situé éloigné du centre d'industrie, plus les subventions sont élevées. Dans ce cas, les subventions sont augmentées de 25%. De plus, chaque trimestre, la qualité est évaluée à travers une checklist de qualité. L'établissement de santé est également récompensé pour la qualité. Le bonus de qualité est 25% par rapport au volume, si la qualité est de 100%. Dans cet exemple, l'établissement de santé a une qualité de 50% et gagne ainsi la moitié des gains en volume de 25%. Au bas de l'image, vous pouvez voir comment cette formation sanitaire a décidé de dépenser son art. Dans ce cas, la formation sanitaire a décidé d'utiliser 44% de son revenu pour le prime du personnel. Dans cette étude, Michel Mouhoudi et Serge Mayaka ont examiné la relation entre l'abaissement des paiements hors poche pour le soins curatifs et le volume de services à Kassai en RDC. La réduction des coûts pour les patients a été réalisée grâce à des négociations rigoureuses avec les fournisseurs de soins de santé et à la vérification de leur conformité par les liasses d'enquête communautaire sur la satisfaction des clients. Vous pouvez constater que, sur une période de 5 ans, le coût moyen d'une consultation est passé de $5 par visite à $1 par visite, alors que le volume de visites a augmenté de 44%. Les fournisseurs ne voient souvent pas le lien entre l'abaissement du coût pour les patients et l'augmentation du recette. Grâce à une augmentation du volume et des subventions RPP diversifiées pour divers services, non seulement pour les soins curatifs. Alors, les prestataires ont besoin de beaucoup d'aide au début pour les faire adhérer aux frais négociés. Mais, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils gagnent plus à la fin du mois, en réduisant le coût pour les patients, le volume et la qualité des services augmentent régulièrement. Les checklists de qualité utilisées dans l'approche RDP ont pour la plupart des caractéristiques de qualité structurelle. Mais de plus en plus, les mesures de qualité des processus, ou soit le contenu des soins, sont introduites. Par exemple, au Nigérien, au niveau du centre de santé, les mesures du contenu de soins sont pondérées de 32% et au niveau de l'hôpital, ils sont pondérés de 42%. La plupart de ces mesures sont des examens fichiers de registre et susceptibles d'être falsifiés. Dans la qualité des soins, en utilisant le cadre conceptuel de Donabedian, nous distinguons les mesures de qualité structurelle, de processus et de résultats. Les mesures structurelles sont les intrants nécessaires à la qualité, par exemple les médicaments, les ressources humaines et l'équipement. Les mesures de processus
sont ce qui se passe entre le patient et le prestataire, le diagnostic et le traitement. Les mesures des résultats sont les résultats de soins médicaux, guérison, invalidité ou décès et la degré de satisfaction des patients. Dans certains programmes FPP, nous essayons d'inclure de plus en plus des mesures de processus innovatrices. Par exemple, au Cambodge, nous avons introduit des vignettes qui sont une sorte de tests de connaissances structurés et on a introduit des tests de compétences pour mesure de qualité. Après avoir mesuré la connaissance et la compétence, des commentaires constructifs sont fournis aux prestataires. Vous pouvez imaginer que si vous répétez cela chaque trimestre, les prestataires deviendront très bien à ces tests de connaissances et de compétences. Au Cambodge et au Kyrgyzstan, nous utilisons le modèle de démonstration de Maman Nathalie pour simuler l'hémorragie postpartum, principale cause de mortalité maternelle. Au Kyrgyzstan, un pays où 99% de toutes les femmes s'accouchent dans les hôpitaux, les audits de mortalité maternelle montrent que plus de 60% des causes de mortalité maternelle ont été causées par des saignements. Au Cambodge, nous avons introduit le test de compétence néonatale, un test de réanimation chez le nouveau-né. Ne pas pouvoir ressusciter un nouveau-né est une des principales causes de décès et d'handicap. Au Kyrgyzstan, les hôpitaux district à l'échelle nationale utilisent un jeu de rôle comme test de compétences pour l'application de procédures de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l'OMS. Ceci est généralement effectué dans les salles d'opération de l'hôpital. Les prestataires privés sont une source importante de soins de santé, en particulier dans les zones urbaines. Dans Brazzaville, les prestataires privés dépassent largement les prestataires publics. Dans le programme FPP au Congo, plus de 75% des contrats dans les grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, sont avec le secteur privé. Les prestataires privés bénéficient de subventions plus importantes pour leurs services afin d'améliorer l'accès à leurs services par la population. Sinon, les prestataires privés et publics sont soumis aux mêmes mesures de qualité et aux règles et règlements régissant l'approche FBP. Comme le montre ce graphique, l'utilisation de soins de santé pour le soin prénatal et l'accouchement qualifié est beaucoup plus élevée pour les 20% les plus riches que pour les 20% de la population les plus pauvres. Les personnes pauvres utilisent les services de santé beaucoup moins que les riches, pour diverses raisons. Dans le programme FBP, nous essayons d'exempter les plus pauvres des pays de frais en offrant des subventions plus importantes sur terre pour traiter les plus pauvres. L'image à côté gauche, d'ailleurs, c'est une image de Djibouti. Il y a des chèvres qui grimpent dans les arbres. Alors, les messages clés pour démarrer les approches FPP sont les suivants. Regardez d'abord la forêt avant de regarder les arbres. Par là, je veux dire que vous devez avoir un bon aperçu du système de santé local. La façon dont elle est financée, la façon dont il est organisé, le secteur pharmaceutique,
des ressources humaines pour la santé, système d'information sanitaire. Effectuez vos diagnostics en premier. Quel est l'espace budgétaire pour la santé? Vous allez entreprendre des réformes de la santé. Quelle sorte de réforme avez-vous à l'esprit? Voulez-vous augmenter la couverture et la qualité? Simplement la qualité. Quelles ressources avez-vous et quelles ressources avez-vous besoin? Les approches RBP sont des approches systémiques et très différentes des interventions verticales discrètes. Il existe de nombreux éléments techniques et chaque élément a un rôle potentiel à jouer pour obtenir des résultats. Une bonne conception et une bonne mise en œuvre sont essentielles pour obtenir des résultats. Si elles sont bien conçues et bien mises en œuvre, les approches RBP sont comme un levier. Elles tirent parti de toutes les ressources existantes dans l'établissement de santé et le bureau de santé de district et ceux d'une province pour obtenir de meilleurs résultats pour la population. C'est une approche de renforcement du système de santé. Ce n'est pas une approche simple. Gardez à l'esprit que les approches RBP visent à assurer une couverture sanitaire universelle grâce à la charge stratégique de services de santé de qualité. On A. En définissant le paquet de prestations, B. En rendant ces forfaits accessibles et abordables pour les plus démunis, et C. En mettant l'accent sur une couverture efficace et des avantages efficaces grâce à la charge stratégique de services de qualité. Comme ça, vous travaillez vers une couverture de santé universelle. Ne jamais copier-coller les approches. Créez votre propre approche. Mais gardez à l'esprit des leçons apprises ailleurs. Comme nous l'avons dit, faisons des erreurs, mais laissez-les être des erreurs originales. Voyons un des grands arbres de CFD. Vous avez besoin de champions. Vous avez besoin d'autonomie. Les établissements de santé ont besoin de comptes bancaires qui doivent être en mesure de recruter du personnel si nécessaire. Nous avons des outils dont ils ont besoin d'apprendre à utiliser pour gérer cet argent, mais ils ont besoin d'autonomie pour utiliser cet argent. La séparation de fonctions. Vous devez créer des agences d'achat qui gérera les contrats, vérifiera, fournira une assistance technique. Vous devez planifier des enquêtes communautaires sur la satisfaction des clients pour suivre les patients fantômes, vérifier l'expérience du client. Vous devez utiliser un agent tiers de contre-vérification pour vérifier la validité des checklists de qualité et d'autres de performance qui sont généralement vérifiés en interne. Vous avez besoin de systèmes de données solides. Vous avez besoin de tableaux de bord opérationnels qui peuvent vous aider à évaluer, à acheter stratégiquement et à vous alerter sur les tendances qui nécessitent une enquête. Vous avez besoin d'une bonne assistance technique pour la conception du système. Aide à la mise en œuvre, le cours de formation solide, le renforcement de capacités, mise en place du système de paiement et l'analyse des données. Vous devez investir dans la capacité d'analyse des données. Les approches RBP fournissent de nombreuses quantités de données utiles. La plupart des personnes et des systèmes ne regardent pas systématiquement les données. Vous devez investir dans la création de capacités pour que le système commence à faire cela. Maintenant, je vais vous donner 4 exemples de différentes approches RBP. Voici le premier, la République du Congo, soit dit
Congo-Brazzaville. La République du Congo est un pays relativement riche en raison des ressources naturelles. Nous avons lancé un programme FPP de 120 millions de dollars avec une contribution de 100 millions de dollars du gouvernement. C'était avant le choc du prix du pétrole. Le programme était censé couvrir 86% de la population, mais en raison de moindres ressources mises à disposition par le gouvernement, nous couvrons actuellement 50%. Le programme est conçu sur la meilleure pratique avec quelques fonctionnalités innovantes, telles qu'un grand programme de génération de demandes, le programme Arc-en-Ciel, qui utilise de bons et d'autres méthodes innovantes pour essayer de convaincre les gens de commencer à utiliser les services de santé. Il cible également 25% du ménage les plus pauvres en leur donnant une carte d'identité et les extraits de payer de frais. Une autre innovation est la contraction à grande échelle du secteur privé dans le grand ville. Des mesures novatrices pour améliorer la qualité de soins, l'utilisation des vignettes et des tests de compétences seront bientôt introduites. On peut voir dans ce tableau comment le poids des mesures de qualité changeront une fois que les vignettes et les tests de compétences auront été ajoutés aux mesures de qualité dans le centre de santé et les hôpitaux en République du Congo. Environ 40% de l'indice de qualité sera basé sur les tests de connaissances et de compétences. Les 60 à 64% restants, environ 30 à 40% sont liés à des mesures de processus, comme les examens de registre des fichiers. Par conséquent, environ 60 à 70% de ces checklists de qualité seront liés au contenu des mesures de continuation. Le deuxième exemple, c'est la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, soit dit. Le programme FBP en RDC est le plus grand au monde, couvrant 22 millions de personnes, environ 27% de la population ou 30% des zones de santé. C'est probablement le mieux conçu et pour le moment le mieux mis en œuvre dans le monde possible. La RDC est proche du fonds de l'industrie de développement humain. Le gouvernement dépense seulement environ $1 par personne et par année en santé. Le reste de la santé est financé par les partenaires de développement et surtout par la population. La population est très pauvre et par conséquent, l'approche RDP est fortement axée sur la négociation de frais et la vérification de la conformité de ces tarifs. Les caractéristiques innovantes de ce programme incluent des interventions communautaires solides et une solide collaboration avec l'UNICEF, Gavi, Fonds mondial et USAID. Des méthodes novatrices pour mesurer la qualité grâce aux vignettes et aux tests de compétences seront introduites vers la fin de 2017. Un aspect clé du programme de la RDC était le recrutement de vérificateurs basés sur la mérite et une formation de très haute qualité. Nous avons investi beaucoup dans la création des utilités publiques, les VUP, et de leurs principaux gestionnaires du personnel et vérificateurs. Cet investissement sera certainement payant. Un autre aspect nouveau était la façon dont les unités d'investissement étaient traitées. Au début d'un programme FBP, nous transférons de l'argent aux établissements de santé en fonction d'un plan de management. Généralement, il n'y a pas une bonne utilisation de cet argent, car les gestionnaires n'ont pas l'expérience pour bien planifier et, dans certains cas,
ils utilisent les ressources de manière inefficace. En RDC, le programme a créé de listes de prix unitaires de divers produits ou actions qui seraient nécessaires pour corriger des éléments de la checklist qualité. Une fois que l'évaluation de base a été effectuée dans chaque établissement santé, le gestionnaire pouvait maintenant examiner le domaine où il devait être amélioré et budgétiser leur propriété. Au cours de visites sur le terrain, nous pourrions suivre la mise en œuvre de ce plan d'affaires à la minute détaillée. Par exemple, vous trouvez des modèles de démonstration de tennis partout. Ils avaient coûté 5 $ et des artistes locaux étaient organisés pour fabriquer ces. Mon troisième exemple est le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan a une indice de développement humain relativement élevé pour son revenu. Le Kyrgyzstan a des taux de couverture relativement élevés pour les services de santé essentiels. Par exemple, 99% de toutes les femmes s'accouchent dans les hôpitaux. Cependant, il y a une mortalité maternelle et néonatale prématurée relativement élevée et, par conséquent, il se présente un problème de qualité de soins dans les hôpitaux. Les hôpitaux ont une certaine autonomie et des budgets qui sont partiellement payés par le fonds d'assurance maladie obligatoire en fonction du volume de services qu'ils produisent, en partie grâce à des budgets fixes. Nous avons introduit une carte de pointage équilibrée, soit dit une checklist qualité, qui, chaque trimestre, mesure le niveau de qualité dans chacun des 63 hôpitaux. Au cours des 2 premières années, nous avons testé l'utilisation de cette carte de pointage équilibrée liée au paiement, une FPP pour la qualité seulement, contre l'utilisation de la carte de pointage sans paiement. Dans un troisième groupe d'hôpitaux, nous n'avons rien fait. La carte de pointage équilibrée contient 35% des mesures de qualité structurelle, 57% de mesures de qualité processus et 10% est lié aux entretiens avec un questionnaire quantifié. L'une des questions de cet entretien concerne un paiement informel. Si le patient répond oui, l'interview entière est annulée. Chaque trimestre, de chaque hôpital, 10 entrevues sont effectuées et les patients sont sélectionnés dans le risque de salle d'accouchement et appelés pendant le processus de vérification de l'hôpital. Les paiements informels ont pratiquement cessé après 3 mois de ce programme. Ceci, c'est un screenshot du site web de l'approche FDR Kyrgyzstan. Le lien, vous pouvez le trouver là, c'est http://abs.net.kg. Et ceci, c'est l'image au début, le deuxième trimestre 2014 qu'on a commencé. Et vous voyez un ranking, hein, c'est comme un ranking dans les Jeux olympiques. Il y avait le premier, il y avait 67%. C'était un hôpital pilote. Hein. On a commencé 6 mois auparavant dans cet hôpital. C'était arrivé à 67%. Le deuxième était 6%, le troisième, la médaille de bronze, disons, était à 24%. Mais regardons ce qui se passe 2 ans après. 2 ans après, vous voyez déjà une grande augmentation de la qualité des différents hôpitaux. Et c'est très intéressant en fait, le couleur bleue, c'est les hôpitaux qui sont payés pour leur performance. Le couleur rouge, d'ailleurs, ce sont les hôpitaux où on fait cette checklist qualité, mais on ne paye pas d'argent. Là aussi, on voit des résultats intéressants. Ici, c'est une graphique qui montre l'évolution du score sur une période de 2 ans. Et si vous regardez le début, le deuxième trimestre 2014, au moyen,
le score de qualité était 9%. C'est-à-dire que sur 63 hôpitaux, tous les hôpitaux de district nationaux, le score moyen était de 9%. Et c'est intéressant ça. Ça veut dire en fait qu'il y avait un problème réel parce que n'importe où on regardait ou mesurait, il n'y avait presque rien. Je me souviens, on a développé cette checklist de qualité entre 2010 et 2012 et on l'a testé dans un hôpital. On nous a donné un hôpital bien et l'hôpital a scoré 27%. Alors je me rendais compte, tiens, l'outil ça marche, hein, mais je ne me rendais pas compte qu'on m'a donné leur meilleur hôpital de district. Selon leurs critères d'accréditation, cet hôpital était leur numéro 1. Alors là, quand on a fait l'application de cette checklist partout, on trouvait 9%. Vous voyez là, le couleur bleue, ça monte assez vite et ça arrive après 2 ans vers 70-75% de qualité. Et ça, c'est le bleu. Là, ce sont les hôpitaux, les 20 hôpitaux, on paye selon la performance. La courbe rouge, c'est les hôpitaux, là, on applique la checklist qualité, on fait le feedback, on fait le test de compétences, on fait le feedback, on fait le test de vignettes, de connaissances, on fait le feedback, mais on ne leur paye pas sur base de la performance. Et le troisième groupe, on n'a rien fait. Après 2 ans, hein, quand même, on a fait l'application des mêmes grilles. On voit qu'ils restent à peu près à 11-12%. Ils n'ont rien changé de leur habitude. Une des raisons qu'il y a une augmentation dans les hôpitaux qui ne sont pas payés, c'est que l'intervention, c'est dans un système où il y a un décret des autonomies pour les hôpitaux, il y a le cash, bien sûr, il y a le benchmarking, le public benchmarking sur le dashboard. Le ministre de la Santé publique pouvait voir quel hôpital, quel gestionnaire faisait bien. C'est un ancien domaine russe. Hein. Il y a la culture de gestion centralisée très puissante. Et de ne pas faire bien dans une évaluation, c'est assez criminel là-bas. Hein. Alors, je veux dire que les gens travaillaient très très dur. Mais quand même, c'est intéressant que là où on ne mesurait pas, la qualité restait au fond, à 11%. Mon dernier exemple, c'est le Cambodge. Le Cambodge a fait d'énormes améliorations dans la santé publique au cours des 10 dernières années. Et l'économie a connu une forte croissance au cours de la même période. Le Cambodge est relativement célèbre pour son large utilisation de fonds d'équité en matière de santé qui finance l'accès au système de santé publique pour le plus démunis. La qualité structurelle dans le système de santé publique est relativement élevée après des années d'investissement du gouvernement et des partenaires de développement. Cependant, il existe un problème relativement important en raison de savoir et de la compétence des prestataires. Et par conséquent, la qualité des soins est un problème. Un autre problème est le fardeau changeant de la maladie, avec une maladie non transmissible plus apparemment, alors que l'ensemble du système toujours axé sur la santé maternelle et infantile. Au début de ce programme d'amélioration de la qualité, le programme FBP axé sur la qualité uniquement, tous les centres de santé publique, les hôpitaux dans tout le pays, les centres de santé ont reçu de fonds bancaires. Un financement décentralisé de formation sanitaire a été lancé, en plus l'approche FBP basée sur la qualité. Les établissements de santé disposent de 4 sources de revenus en espèces. A. Les subventions fixes. B. Le paiement effectué par le fonds d'équité. C. Les paiements directs par les patients. Et D. Les paiements PDF conditionnés par la qualité des soins. La mesure de qualité fonctionne comme un levier sur toutes les ressources présentes dans l'établissement de santé. Les outils de qualité utilisés au Cambodge sont assez avant-gardistes. 60 à 70% des outils sont basés sur les tests de connaissances et de compétences et sur les résultats entrevus des clients contenant des transferts de soins. Ça veut dire qu'on n'a pas seulement on interviewe les clients sur leurs opinions de la qualité des soins,
de cette façon like, mais aussi on essaie de connaître quelques éléments de qualité de son, de transfert de son. Par exemple, au Cambodge, les médecins et les infirmiers n'aiment pas toucher les patients. C'est un problème culturel. Cependant, de tous les fichiers registres, les signes physiques, la pression sanguine, etc. sont notés. Nous demandons simplement au patient si le médecin a touché le ventre, a écouté le poumon, a pris la pression sanguine. Une grande étude sur les connaissances de prestataires utilisant la vignette en 2015 a montré que les prestataires connaissaient seulement environ 35% des vignettes. Ces vignettes mesuraient des services curatifs et préventifs très courants. Ici, vous voyez, en fait, ce sont des noms de provinces, mais pour éviter que les gens se fâchent et se comparent, se sentent un peu embêtés, on a nommé un province rouge, l'autre bleu, l'autre vert. Mais en fait, ça démontre un peu le score composite, la moyenne de leur district. Ici, on voit dans la première vague, un tiers du pays, le centre de santé, le district, le score moyen du centre de santé par district. C'est le résultat de la première vérification interne au Cambodge. Les examens externes sont organisés, sont en train d'être organisés. C'est une bonne base de départ pour commencer. Bien que certains résultats puissent être plus élevés qu'en réalité. Par exemple, les observations sur le terrain ont montré que les vignettes étaient marquées de 10 à 20% plus élevées qu'elles auraient dû être marquées. Ceci est à prévoir, mais la contre-vérification, avec l'application des pénalités pour les écarts supérieurs à 10%, mettra rapidement fin à cela. Ici, c'est la même image de chaque district. Rouge, le barre rouge, c'est le score le plus bas. Le barre gris, c'est le score le plus haut. Et le point bleu, c'est le score moyen. Vous voyez des écarts, de très grandes différences entre les districts et entre les formations sanitaires. Et ici, c'est l'évaluation de qualité des hôpitaux. En Cambodge, la première vague, là, vous voyez aussi un score très bas, ça va entre 10 et 45%. La grille de qualité des hôpitaux est très très dure aussi. Mais c'est bon, ça veut dire qu'ils ont eu des problèmes. Et en anglais, on dit good upward potential.